Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Une émission d'Émile Dana et Raymond Thévenin. Sous l'égide de la communauté radiophonique des programmes de langue française, la Tribune de Paris présente ce soir un débat en multiplex entre la Belgique, la Suisse et la France. Où en sont les rapports entre l'Est et l'Ouest? Telle est la question que nous posons à nos interlocuteurs des trois pays voisins et amis. Sur l'antenne sont réunis, parlant de Bruxelles, Étienne Charles Daillet, rédacteur en chef à Radio Bruxelles, parlant de Genève, l'écrivain Denis de Rougemont, et parlant à Paris, André Philippe, membre du Conseil économique, ancien ministre. Raymond Thévenin va mener le débat. Messieurs, les voyages récents des dirigeants soviétiques, le voyage du président du Conseil, français à Moscou, ont peut-être posé le problème des relations internationales Est-Ouest en des termes nouveaux. J'aimerais, vous, monsieur Philippe, qui revenez précisément de l'Union soviétique, que vous nous disiez comment se pose à vos yeux cette question. André Philippe. J'ai le sentiment que deux transformations sont en train de se produire en URSS. D'une part, il y a une stabilisation de la société, avec des classes sociales nouvelles qui s'expriment et défendent leurs intérêts, les bureaucrates, les administrateurs, les techniciens, les paysans, les ouvriers. Et je crois que toute la politique Khrouchtchev, c'est un effort pour résoudre le problème en permettant à ces groupes sociaux de s'exprimer dans le parti pour qu'ils n'aient pas la possibilité de le faire contre le parti. Je crois par ailleurs qu'ils se sont rendus compte que les anciennes méthodes aboutissaient à une catastrophe au point de vue de la productivité, en particulier dans le domaine agricole, et qu'il y a par conséquent un changement réel, une certaine tentative de déconcentration et la prise de conscience du besoin de contacts extérieurs. Je crois que ces contacts, nous avons intérêt à les encourager, car plus nous aurons économiquement et culturellement de contact avec eux, plus nous aiderons à développer les désirs de toutes sortes de la population, plus ils seront obligés de mettre l'accent sur la fabrication des biens de consommation et de diminuer celle des biens de production, ce qui sera conforme aux intérêts communs de la paix. Mais je crois que ces contacts, nous ne pouvons en tirer vraiment les uns et les autres le maximum que si deux conditions sont réunies, c'est-à-dire ceux qui les prennent soient des gens sûrs de leurs convictions et de leur foi, et dans leur rapport avec les Russes, prennent sans cesse l'offensive au lieu d'être simplement sur la défensive, et deuxièmement, que nous ayons d'une façon complète le sens de notre unité européenne. Je suis pour ma part pour le développement au maximum de toutes sortes de contacts avec l'URSS si nous les prenons ensemble dans le sens et dans la conscience de notre solidarité totale. Eh bien, messieurs, voilà le problème fort bien exposé, je crois, par monsieur Philippe. Monsieur Denis de Rougemont. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire André Philippe, mais je voudrais peut-être me permettre de revenir un peu en arrière. Qu'est-ce que c'est le conflit Est-Ouest? C'est, au fond, un conflit d'idéologie, un conflit entre deux conceptions de la vie. C'est donc un conflit culturel, et voilà pourquoi je me permets d'en parler aujourd'hui, car cela rentre un peu mieux dans mes cordes que des questions politiques ou économiques. Comment se présentait ce conflit dans les années dernières, les années de guerre froide? Il y avait d'un côté l'Occident, qui a toujours voulu des échanges totalement libres, des relations culturelles totalement libres, cela appartient à la définition même de l'Occident, et il y avait de l'autre côté le stalinisme qui fermait ces échanges, qui avait tiré le rideau de fer. La transformation dans cette situation ne pouvait venir que des Russes, ne pouvait pas venir de nous. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est la suivante: est-ce qu'il y a une transformation réelle du côté des Russes ou seulement apparente? Ou plus concrètement, tout le monde se demande aujourd'hui si la dénonciation du stalinisme inaugure une ère de libéralisation progressive ou seulement un nouveau style de dictature qui serait collective au lieu d'être personnelle.
mais qui continuerait d'exclure toutes sortes d'oppositions légales. Encore, on peut le dire en d'autres termes, est-ce que la déstalinisation conduit à des échanges libres et réels d'idées, d'œuvres et de personnes dans notre style démocratique de l'Ouest, ou est-ce qu'au contraire elle vise seulement à favoriser par une autre tactique l'impérialisme communiste? Eh bien, je le dirai tout de suite au début de cet entretien, je pense qu'on aurait tort de vouloir trancher le dilemme. Je crois que les deux hypothèses ne sont pas exclusives l'une de l'autre, je les crois juste toutes les deux et simultanément. Je vois que M. de Rougemont, ici Bruxelles, je vois que M. de Rougemont est d'accord avec ce que disait hier M. Pinault, si je ne m'abuse. Il estimait qu'on pose un faux problème en se demandant si les soviets sont sincères ou non. Est-ce que c'est bien comme ça que vous voyez les choses, M. de Rougemont? Exactement. Mais n'est-ce pas, la question n'est pas de savoir s'ils sont sincères ou non, la question est de voir qu'il y a à la fois un changement et pas de changement, dans le fond. Et que les deux choses, ça a l'air paradoxal logiquement, sont justes réellement. Mais il y a un changement ici, Bruxelles, à nouveau. Je suis aussi d'accord avec M. André Philippe, mais je constate qu'il est assez restrictif, malgré tout, dans le diagnostic qu'il pose sur ce changement intervenu en Union soviétique. Et je crois qu'il a raison, sans doute, de se montrer prudent et circonspect. Mais est-ce qu'il pense que les gens de l'Occident sont sûrs? Et je voudrais lui demander aussi une autre question. Est-ce qu'il pense que l'unité doit être européenne ou atlantique vis-à-vis du nouveau défi soviétique, de la nouvelle politique soviétique? Parce qu'il dit unité européenne, est-ce qu'il envisage une modification de la politique occidentale? Est-ce qu'il ne pense plus atlantique? Bon. Voilà une question qui est posée à M. Philippe. M. Philippe, voulez-vous... Je voudrais faire 3 observations. Premièrement, réel ou apparent, tactique ou stratégie, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens lorsque l'on se place dans leur système intellectuel à eux. La réalité pour moi, c'est qu'il y a des forces sociales nouvelles qui s'expriment et qu'ils sont obligés de tenir compte de ces forces sociales nouvelles. C'est que pour les besoins de leur vie industrielle, ils ont maintenant besoin de contacts, en particulier sur le plan technique. Pendant que j'étais là-bas, j'ai posé le problème de la liberté. Et nous en avons très longuement discuté avec des membres du comité central. Certains ont essayé de nous expliquer, conformément à leur doctrine, que dans un pays où tous les biens de production appartenaient à tous, il était complètement impossible qu'un individu ait une opinion différente de celle du gouvernement. Et là-dessus, quelqu'un de très haut placé a interrompu celui qui parlait en lui disant « Ah, mais il y a une exception, c'est dans le domaine de la technique. Nous devons reconnaître le droit à l'erreur dans le domaine de la technique et de la recherche scientifique parce que c'est nécessaire à l'augmentation de la production. Par conséquent, ils restent dans leur système, mais ils constatent dans leur système qu'une certaine liberté et qu'un grand nombre de contacts sont aujourd'hui imposés par l'évolution de la situation. Je crois que c'est le premier point dont il faut partir. Dans ces conditions, je crois qu'il faut nous prêter au jeu, mais à condition d'être assez fort. Et là, je réponds à la deuxième question de Bruxelles, et ce n'est pas un choix. C'est à la fois par l'unification sur le plan européen et la coopération la plus étroite sur le plan atlantique que nous pouvons constituer une force suffisante pour être capables d'engager avec eux des contacts effectifs. Je me permets d'insister surtout sur le plan culturel, sur la nécessité de l'Union européenne, car le débat que nous avons eu, nous, avec les membres du comité central et où nous avons tenu tête d'une façon souvent assez véhémente, je ne vois pas très bien comment un anglo-saxon aurait été capable de le tenir. Il faut pour cela un certain nombre de bases idéologiques pour mener la discussion d'une façon suffisamment efficace. Je réponds donc essentiellement unité européenne dans les contacts à établir avec eux. Monsieur Étienne Charles Daillet, oui. Êtes-vous satisfait de cette réponse? Mais je suis satisfait de la réponse de monsieur André Philippe, mais je ne suis pas encore tout à fait satisfait au point de vue démocrate d'Occident du changement intervenu en Union soviétique, parce que s'il y a une modification dans le comportement des soviets sur le plan économique, industriel, parce qu'ils se rendent compte que leur intérêt est là, il n'y a malgré tout pas encore d'opposition. Monsieur André Philippe a dit tout à l'heure que les dirigeants soviétiques s'étaient rendus compte d'un besoin de contact avec l'extérieur et qu'il était nécessaire de favoriser une certaine opposition à l'intérieur du parti pour éviter qu'elle ne se manifeste à l'extérieur du parti.
Est-ce qu'il a le sentiment, à son retour de Moscou, qu'on pourrait, d'ici quelque temps, si le régime continue à se libéraliser, qu'on pourrait assister à la naissance d'une opposition, disons, parlementaire? Oh, ça dans très longtemps. Monsieur Philippe? Nous n'en sommes certainement pas là à l'heure actuelle. Le processus de la déstalinisation sera très lent. Il se heurte à d'énormes difficultés. La police qui a été dégradée n'est pas contente. Les membres du parti habitués à commander et qui doivent maintenant discuter ne sont pas contents. Il y a des forces sociales de résistance qui se heurtent à des forces sociales nouvelles. Oui. Et je dirais que si l'on veut que l'élément nouveau l'emporte sur l'élément réactionnaire, il faut que cela aille pas à pas et que chaque pas soit stabilisé avant de faire le prochain. S'ils essayaient d'aller trop vite, je crois que les forces du passé sont encore trop grandes et que alors ils échoueraient. Pour revenir au problème posé tout à l'heure par Monsieur de Rougemont et nous replacer sur le plan culturel, je crois qu'il y a de ce point de vue, en ce qui concerne la déstalinisation, un progrès certain en Union soviétique. Monsieur de Rougemont. Eh bien, je crois qu'il faut qu'à ce progrès, certain ou non, on peut l'estimer d'une manière très différente, il faut que réponde immédiatement un progrès de notre côté européen, et là j'abonde dans le sens de ce que vient de dire André Philippe. Mais je suis tout à fait d'accord C'est également. essentiellement une question de confiance en nous-mêmes qui domine la situation. Exactement. D'après les premiers échanges qui ont pu avoir lieu entre des intellectuels soviétiques et des intellectuels de l'Ouest, échanges sur un plan privé, et j'insiste sur le mot privé. Je crois que tous les échanges sur un plan officiel sont absolument vains et stériles et nocifs, mais qu'il nous faut multiplier dans toute la mesure du possible des échanges sur un plan privé. Il y en a eu déjà quelques-uns dont on peut tirer 3 conclusions qui me paraissent intéressantes pour le débat que nous sommes en train de mener. La première, c'est que les intellectuels soviétiques qui sont venus parler avec des intellectuels de l'Ouest se sont révélés très réellement curieux du monde que nous appelons libre. C'est-à-dire ont montré un grand besoin de respirer un peu plus librement, plus largement, et ont été les premiers à dénoncer ce que les anticommunistes de l'Ouest, on nous appelait des anticommunistes systématiques, avaient dénoncé eux-mêmes depuis plusieurs années, c'est-à-dire les crimes du stalinisme. Je crois qu'il sera très difficile de stopper ce mouvement-là, et qu'en tout cas, il est impossible d'oublier que des intellectuels vraiment soviétiques ont parlé dans le même sens que nous sur ces sujets. Une deuxième constatation, c'est que on avait un peu peur du côté de l'Ouest, du côté européen, de ces premiers contacts. On se disait nous allons être opposés à de redoutables dialecticiens qui ont 35 ans d'entraînement derrière eux, et nous présentons un ordre dispersé. Qu'est-ce que nous avons à leur opposer? Eh bien, il est apparu, lors de ces premiers contacts, que la situation était exactement contraire, qu'au lieu de redoutables dialecticiens, nous avions des hommes devant nous, des hommes curieux de nous entendre, et que finalement nous avions beaucoup plus à leur apporter que à nous. Je veux dire que les échanges seraient bénéficiaires pour le moment pour les Russes. Mais si nous pouvons leur apporter certaines valeurs de liberté et de sens critique, je dirais même des valeurs de doute, leur apprendre la nécessité du droit de douter, qui est aussi créateur en culture que le droit à l'erreur est nécessaire à l'augmentation de la production, eh bien là, tout le monde y gagnerait parce que la paix y gagnerait. Je suis d'accord. André Philippe. Je ferai peut-être une distinction un peu différente de vous, de Rougemont. Vous avez fait une distinction entre l'officiel et le privé. Oui. Et je ne crois pas que tout l'officiel soit mauvais, et je ne crois pas que tout le privé soit bon. Bruxelles est 100% d'accord avec André Philippe sur ce point. Je vous indique mon impression là-dessus. Ce qui est très mauvais, ce sont les pèlerins qui vont à la Mecque avec la ferme volonté de ne rien voir. Voilà. Ce qui est encore plus mauvais, aujourd'hui, ce sont les grands industriels qui, chez nous, ne se préoccupent absolument pas du problème social et qui, en Russie, vont regarder de remarquables réalisations techniques parce qu'elles existent, et là-bas non plus ne se préoccupent pas ni de la situation des ouvriers, ni du problème paysan, ni des choses essentielles, et qui reviennent pleins d'admiration. Ce qu'il faut, ce sont des hommes, que ce soit privés ou officiels, qui viennent en sachant ce qu'ils sont, en le disant, et en présentant ouvertement les valeurs fondamentales qui définissent notre civilisation. Car la leçon, nous, que nous tirons
de notre contact, c'est que malgré la très bonne volonté qu'il y avait de l'un et de l'autre côté, il existe encore un abîme dans la conception même de ce qui pour nous donne vraiment un sens et un prix à la vie. Mais Monsieur je vous dirais Étienne ici, Charles Daillé. Oui, je dirais à Monsieur André Philippe que je suis extrêmement satisfait et content de l'entendre aussi lucide à son retour de Moscou, parce que trop de gens, justement, rentrent d'Union soviétique, n'est-ce pas, avec les yeux grands ouverts et la bouche en rond, et vous en font, n'est-ce pas, des comptes rendus tout à fait louangeurs, de A jusqu'à Z, sans la moindre réticence, et je crois justement que Monsieur André Philippe se singularise en disant ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a malgré tout encore de sujets à caution dans le régime soviétique, même évolué. Ce n'est pas moi qui me singularise, c'est nous. Car nous y sommes allés dans une équipe qui avait travaillé très sérieusement les questions avant, de façon à poser des questions précises, claires au point de vue technique, et qui n'a cédé sur rien et a tenu tête tout le temps. Et je dois dire que ça a fait plaisir. Nous avons eu pour la première fois, enfin les journalistes du monde entier, je pense, ont suivi ces conversations des parlementaires socialistes français à Moscou et ont eu ce sentiment très net que ça bardait à certains moments. On avait des comptes rendus de presse qui étaient forcément assez restreints, mais on avait malgré tout le sentiment qu'on discutait assez chaudement. Ça a été assez dur, tout en étant passionnant, et surtout, on nous a entendus, les ouvriers des usines et les élèves de l'université. Donc vous n'avez pas fait un voyage inutile à aucun égard. Mais à Monsieur de Rougemont, je me permettrais de dire que je crois qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, se montrer froid quand les Russes se montrent causants, puisque un des principaux reproches des Occidentaux était justement de dire aux Soviets qu'ils établissaient un rideau de fer entre l'Est et l'Ouest. Oui. Pour une fois, puisqu'ils se montrent ouverts, je crois que l'Occident a le devoir impératif et absolu de tâcher de converser et de se rapprocher de l'Union soviétique dans tous les domaines où cela est possible. Oui, je dirais même plus, n'est-ce pas? C'est pour nous une occasion inespérée de prendre l'offensive et de démontrer que nous croyons à ce que nous croyons à ce que nous avons à donner. Exactement. Que nous sommes persuadés que nous avons un message, au total, si divers soit-il, n'est-ce pas, qui est plus riche, plus large, plus largement humain et plus libre. Et je puis dire qu'ils l'attendent. Nous l'avons senti partout, parmi les jeunes en particulier. Oui, c'est aussi exactement l'impression que nous avons retirée de premiers contacts avec des intellectuels soviétiques, qui sont peut-être plus sensibles, n'est-ce pas, c'est pour ça que j'insiste sur le terme privé, plus sensibles que des représentants officiels en mission. Qui peuvent sentir certaines choses, mais qui n'ont pas le droit de les dire. C'est toujours par la frange intellectuelle ou artistique d'une civilisation qu'on sent le mieux sa pulsation intime. Et alors, on sent là très nettement, du côté des Soviétiques, un immense désir de causer, de s'ouvrir et de recevoir. Monsieur André Philippe, voulez-vous conclure en un mot, s'il vous plaît? Ben, ma conclusion, c'est que je crois qu'il y a un changement qui se produit là-bas, que nous ne savons pas quelles seront les conséquences de ce changement parce qu'il y a des forces sociales en lutte, que nous avons tous intérêt à encourager, dans l'intérêt de la paix, les forces sociales qui tendent à établir un contact, et que ce contact, tant sur le plan technique que sur le plan intellectuel, peut être bénéficiaire si nous nous présentons unis et véritablement conscients de ce qui nous caractérise comme humanistes de l'Occident et de ce que nous avons à apporter à un peuple qui en a été privé depuis si longtemps. Étienne Charles Daillé parlant de Bruxelles, Denis de Rougemont parlant de Genève, et parlant à Paris, André Philippe, se sont entretenus des rapports entre l'Est et l'Ouest. Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion télévision française, réalisée par Émile Damas et Raymond Thévenin.